Bonjour, je suis Thomas Laure-Blanchet. Bonjour, je suis Sylvain Georges. Bonjour, je suis Jérôme Gallo et vous êtes avec nous pour vivre la 5e étape de votre podcast De la borne. Plein les oreilles. Les garçons, bonjour. Salut Jérôme. Salut mon Jérôme. Bon, vous le savez, ici on débat, on se contredit, on va vous donner un maximum d'infos. On va parler d'éthique, diététique, infos pratiques et vous faire gagner des cadeaux. Bon, tout cela autour vous le savez, des sports d'endurance, outdoor, sans langue de bois, et cela fait partie de vos particularités, messieurs, et sans filtre. C'est la base. Ouais, sans filtre, des moments, il faudra... Une bonne gitane sans filtre, ça fait pas de mal au poumon des fois. Bon, allez, place au 5e épisode, la 5e étape de la bande. Plein les oreilles, c'est parti. De la bande plein les oreilles, présent sur toutes les plateformes podcast, dont Spotify, encore Google Podcast, Deezer et tout récemment SoundCloud. Alors vous n'oubliez pas de commenter, hein, on aime vos commentaires et on prend plaisir à lire vos commentaires bien évidemment. Placez les 5 étoiles du côté d'Apple Podcast. Nous avons également les podcasts en vidéo, que ce soit du côté de YouTube et Facebook et notre Instagram. Donc pensez également à vous abonner. Le mois dernier, on vous a fait gagner un pack Optima de notre partenaire Fenyu Multisport et c'est Jérôme Couder qui devient l'heureux propriétaire. Félicitations à lui et rendez-vous en fin d'émission, on donnera le timing du prochain jeu. Maintenant, eh bien, c'est une chronique qui est très appréciée de toutes les personnes qui nous écoutent. Eh bien, c'est le Ça m'énerve. Allez, place à Ça m'énerve et on retrouve Thomas et Sylvain. Putain, merde. C'est donc aujourd'hui que tout le monde a décidé de me faire chier. Et si je me pète pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long. Est-ce que vous buvez quelque chose? Je commence à en avoir plein le cul de vos grands airs là. Faut arrêter de me parler comme ça, hein. Pas parce que vous arrivez de Paris avec vos diplômes qu'il faut vous croire le roi du monde. Messieurs, vous avez la parole. Quels sont vos 2 Ça m'énerve de ce mois-ci? Alors, ça m'énerve. C'est pas évident de trouver des ça m'énerve tous les mois, Jérôme. Je te cache pas. Non, parce mais que à force, ça arrête de nous énerver aussi. On prend sur nous. C'est un truc de fou. Alors, moi, le premier ça m'énerve, et je pense que ça va parler à tout le monde, c'est le petit bip du Garmin. Tu sais, l'autopause. Alors, Jérôme, ça te parle pas l'autopause, mais c'est quand tu vas à une vitesse inférieure à 9 ou 10 km/h, ton Garmin se met en pause. Et ça, faut savoir que quand tu es à bloc dans une montée, c'est pas très très agréable. Et donc, t'es à fond, c'est pas la peine qu'on te rappelle que t'es à bloc. C'est juste pour dire que tu viens de finir d'afficher 2 chiffres sur ton compteur et que du coup, il te le fait savoir. Moi, quand je roule en vélo avec Thomas, ça me le fait souvent. Non, mais c'est vrai qu'à la rigueur, en vélo, c'est pas tout à fait ça, mais alors en course à pied, c'est sûr que quand vous êtes dans le pentu, enlevez l'autopause parce que c'est toujours frustrant de se dire finalement il va pas compter la montée parce qu'il était en autopause parce que j'étais à 5 à l'heure. Voilà mon premier. Bon, le deuxième, ça m'énerve. Alors moi, mon ça m'énerve, c'est le concept de je cours torse-poil. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, en fait il fait chaud, mais en fait non, il fait pas chaud, il fait 5 degrés, mais je termine ma séance torse-poil pour montrer que j'ai le torse épilé. C'est un peu ceux avec qui... les jambes rasées. Avec les jambes rasées, c'est Bien ce que sûr. j'allais dire, c'est ceux qui... C'est ceux qui like les posts de Sylvain Georges. Mais non, en fait c'est les mêmes, genre voilà, je cours, mais en fait j'ai pas commencé à transpirer que globalement j'enlève mon t-shirt. Moi je comprends pas le délire. Ouais, non, parce que moi c'est comme si tiens vélo, allez tiens on va se mettre torse-poil, allez. C'est pas souvent qu'on voit ceux qui pratiquent le vélo torse nu. Que les triathlètes. Les triathlètes, ouais. Ah oui, les triathlètes, c'est bien. Et d'ailleurs, si je peux ramener un petit élément sur le t-shirt, faut savoir que ça aide. Ça aide à garder, à réguler la température. Faut savoir que le t-shirt va absorber la transpiration qui sont sur les pores de peau. Du coup, les pores de peau, et donc vous pouvez continuer à transpirer. Le fait d'enlever le t-shirt, finalement, vous augmentez votre température, votre gradient, votre chaleur irradiante du soleil, puisque du coup vous n'êtes pas protégé du haut de votre peau, et en plus vous zappez votre capacité à réguler votre température thermique. Il faut savoir que Thomas sauve des vies et dans le nucléaire aussi. Non mais on était du côté de Fessenheim là. Du coup, la question c'est est-ce qu'on catégorise les triathlètes dans les runners ou plutôt dans les cyclistes par leur attitude? Ça peut être le thème d'une belle émission. Je vais mettre des triathlètes à dos, je m'excuse. C'est la grande question. Ouais.
tiens, vous pouvez nous donner vos réponses et vos idées dans les commentaires sur cette question. Est-ce que le triathlète est plus cycliste ou est plus coureur? Moi, je trouve que dans l'entraînement, le triathlète est plus coureur à pied parce qu'il se fait quand même vachement mal, je trouve. Ouais. À l'entraînement. Oui. Niveau classe sur le vélo, pour moi, il se considère plus comme un cycliste, parce que les cyclistes aiment bien être. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bah, déjà en dépenses pour son budget équipement, il est plus près du cycliste que du coureur. Oui, c'est pour ça qu'il faut arrêter. Oui, c'est vrai, tu as raison. Bon, deuxième, ça m'énerve. Alors, ça c'est le mien. Et moi, quand j'aime bien m'entraîner seul, c'est vrai, mais bon, des fois, j'ai la chance de m'entraîner en groupe. Et quand on donne un rendez-vous à 14h, moi, ce qui m'énerve, c'est que le mec débarque à 14h15. Bah, oui. Sans même, excusez-moi les gars, non, je suis en retard, ça fait rire. T'as le droit à ton quart d'heure quand même. Ouais, mais le quart d'heure hors taxe, moi, ça me gonfle. Donc, du coup, c'était, il n'y a pas si longtemps que ça, un dimanche matin, on va rouler avec un petit groupe. Le mec arrive avec un quart d'heure de retard, il a pas été déçu. Hein. Au bout de 50 bornes, il a fait demi-tour. Moi, le mec arrive en retard, je roule à fond. Ah oui. Non, d'accord. Ou sinon tu pars et tu leur dis il faut le rattraper. Non, parce que le mec il est un peu vénère et tout. Je lui fais la surprise. Et là, on était quoi, une quinzaine. Je peux te dire. Est-ce qu'on peut donner le prénom de celui qui était vénère? Non, parce que déjà on a parlé du chauve l'autre fois et du coup j'ai pris un message dans les carreaux. Alors non, c'est pas lui parce que faut savoir que il finissait de se raser peut-être pour être présentable au rendez-vous. Donc c'est pas le chauve qui est arrivé un quart d'heure. Non, lui il est toujours à l'heure. C'est moi qui suis légèrement. Non, 2 minutes, ça se tolère, mais un quart d'heure. Attends. Moi je serais parti. Un quart d'heure, je l'attends pas. Tu pars un quart d'heure en retard. T'es censé faire 2 heures de vélo, donc tu rentres à 16h. Donc du coup t'as récupéré. Ah oui. Donc le quart d'heure, moi je le récupère, c'est pour ça que je roule vite. Donc j'ai fait le même parcours, sauf que du coup j'ai roulé plus vite. Voilà. Donc j'entends. Mais tu as raison, c'est très énervant. Ouais. Voilà. Non mais j'avoue, c'est frustrant. Bon, Thomas Laure Blanchet, il faut savoir qu'il est comme le bon vin, il se bonifie à ce sujet. Il a eu des grands quarts d'heure hors taxe. Hein. Ouais. Et maintenant, la semaine dernière, on a fait un petit tour ensemble, 2 minutes d'avance. Bon, non, mais alors et ce matin c'était 10 de retard. Ouais. Il est venu sans les croissants en plus. Ouais, c'est faussé parce que c'est vrai que je m'entraîne beaucoup moins, alors du coup j'essaie d'être quand même un peu plus à l'heure. C'est plus facile. Quand tu t'entraînes beaucoup, t'as plus de chances d'être en retard. Ouais. Bon Thomas, toi ton deuxième ça m'énerve. Alors, mon deuxième ça m'énerve, mais ça va parler un peu à tout le monde, c'est quand vous êtes sur les courses. Non, alors bon, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup actuellement, mais ça va parler à tout le monde. Vous avez le gars dans la côte qui vous dit allez, ça bascule dans 500 mètres, et puis une fois que vous l'avez vu, vous continuez à rouler, puis ça fait bien déjà 2 bornes qui vous a dit que ça basculait. Puis en fait, vous vous dites, mais en fait, est-ce qu'il il connaît vraiment le parcours? Puis en fait, vous dites là, à un moment donné, non, en fait, il m'a complètement mitonné. Et donc là, vous avez à 2 doigts de faire demi-tour pour dire, non, écoute, si c'était pour me dire ça, c'est bon, tu pouvais la fermer. Et là, voilà, ça me rappelle un parcours que Thomas a fait là, entre Clermont et Chamonix. Et on arrive à 10 bornes de Chamonix, on croise des gens, parce qu'on s'était un petit peu perdu de route quand même, faut préciser. Et un petit peu perdu sur le chemin. Et les gens disent ah non mais Chamonix c'est à 2 bornes. Oui. Donc là tu vois on était un peu fatigués, ça faisait 16 heures qu'on roulait et donc là on prend une petite route et tu sais ça monte et là on voit loin des sapins, on fait waouh super c'était cool et là à mince on est obligé de faire demi-tour parce qu'il n'y a pas de route là. Il n'y a eu pas de route. Mais ouais non c'est toujours à vol d'oiseau et en vrai voilà effectivement entre Chamonix et Courmayeur il n'y a pas beaucoup de kilomètres mais il y a le Mont Blanc au milieu, ça prend du temps. Mais non le fait de le fait de pas connaître le parcours quand même ça joue des tours sur les fins de course. D'ailleurs je pense que n'importe qui joue la gagne en gros il connaît par cœur les 5 derniers kilomètres. Ah oui, bien vu. Donc, ils sont bien préparés leur. Il est bon ce matin. Leur parcours. C'est vrai qu'il est bon. Bon, on va attaquer notre premier thème. Eh bien, c'est le thème de la récupération. Jingle, et on va parler récupération. Messieurs, c'est un thème très important, donc aujourd'hui on a décidé d'avoir un seul thème, le thème de la récupération. Oh là, c'est un thème énorme. Énorme. Et c'est important, très très important pour l'ensemble des sportifs. Oh, le vaste débat. Ouais, ça, c'est vrai. Moi, on m'a souvent dit, si tu veux t'entraîner comme un élite, commence déjà à avoir les récupérations, les possibilités de récupération d'un élite. Parce que globalement, la récupération fait partie de l'entraînement et que, effectivement, la récup, est-ce que c'est essentiel? Oui, non. On va débattre avec Sylvain, on va attaquer différentes thématiques, on va passer en revue les différents procédés artificiels. On restera dans les clous parce que les cyclistes, ils en ont plein de procédés artificiels de récupération. J'en peux plus de l'art blanchet. C'est sous-entendu. Nous, on va effectivement aborder les procédés licites. Et, donc le Saint-Nectaire n'est pas conseillé. Oui, exactement. Et on va passer en revue un petit peu les
les grandes thématiques. Alors, qui débute? Alors après, il faut savoir que récupérer c'est bien parce que tu sais, on voit beaucoup de sportifs, que ce soit coureurs à pied, cyclistes ou triathlètes, qui bornent et qui ne récupèrent jamais parce qu'ils ont le sentiment, si tu veux, de se dire si je récupère pas, finalement je fais rien, je progresse pas. Sauf que là arrive la casse moteur. Donc en fait, non mais quand tu dis ça, c'est vrai, il y en a qui pensent pas à la récupération. Oui, parce que pour eux, si j'ai rien fait, du coup, je progresse pas. D'accord. Et donc ce qui se passe, c'est que là, ton organisme arrive à une certaine saturation, et c'est pour ça, et je répète, je répète, c'est que s'entraîner c'est bien, récupérer c'est très bien aussi, mais il faut faire attention justement au risque de la casse moteur. En fait, le plus important, je dirais que c'est pas forcément l'entraînement ou la récupération, c'est l'assimilation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre charge d'entraînement, c'est celle-là qui va vous faire progresser, mais c'est celle que vous assimilez qui va vous faire progresser. Celle que vous assimilez pas, vous allez en fait creuser un petit peu votre trou. Et la récupération, est-ce qu'elle est essentielle? En fait, si votre charge n'est pas adaptée à votre capacité d'assimiler, récupérer ou pas récupérer, c'est trop. Et en course à pied, souvent si on en fait trop, on se blesse. En vélo, si on en fait trop, on borne et on va aller dans le mur du surentraînement. Du surentraînement. Et justement, concernant la récupération, il y a plusieurs types de récupération. Alors est-ce que tu peux nous... Oui, alors il y a plusieurs types de récupération. On va parler de la récupération active, la récupération en lien avec les apports nutritionnels et la récupération passive. Mais un élément de réflexion essentiel par rapport à la récupération. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, l'utilisation excessive ou le besoin en fait de trouver des procédés pour récupérer, et c'est quand même en fait en quelque sorte en contradiction avec le but de l'entraînement ou on va dire les avantages d'entraînement. Quand vous entraînez, vous créez un stress. Ce stress, il va amener de l'adaptation à vos tissus pour s'améliorer. Okay, ça c'est le but de l'entraînement. Les courbatures, c'est là pour faire quoi? C'est là pour dire mon corps a compris que j'avais sollicité des fibres musculaires, il me le fait savoir, j'ai des courbatures. On peut avoir aussi éventuellement des courbatures entre guillemets tendineuses. C'est-à-dire que j'ai une petite irritation tendineuse, c'est juste que ce processus-là se met en place, j'améliore mes tissus. Maintenant, le fait de récupérer tous les 4 matins et de trouver à chaque fois une espèce de stratégie de récupération artificielle, en fait, il faut savoir que ça, en fait, c'est presque un peu contre-productif. Donc, je m'entraîne, je crée un stress, je mets en place un processus de récupération, et ce processus de récupération, en fait, il est là pour bloquer finalement les processus adaptatifs de l'entraînement. Ça, en gros, plus je mets en place ces processus-là, moins je facilite mon corps dans son adaptation tissulaire en lien avec l'entraînement. Donc j'adapte moins. Donc ce qu'il va falloir distinguer, c'est deux choses, c'est deux récupérations. La récupération en lien avec l'entraînement, à savoir est-ce que finalement je dois mettre en place tout un processus pour faire en sorte de moins sentir mes effets, les charges de travail, ou une récupération qui va être en lien avec des courses à étapes où là effectivement le lendemain je fais en sorte de ne pas avoir les effets entre guillemets néfastes de ma veille. Il faut moins dégrader les capacités physiologiques, quoi. Voilà, moins dégrader ou faire en sorte que je puisse au moins repartir au Tour de France. Alors c'est toujours un petit peu bizarre les performances en fait qui s'améliorent en fait au bout des 3 semaines. Et moi je vais te donner la réponse. Alors je suis tout oui. Alors tu sais, tu parlais tout à l'heure d'entraînement, d'adaptation. C'est-à-dire tu as le stress, et puis après comme ton corps stresse, ton corps s'adapte à ça et donc progresse. Il faut savoir que sur des courses de 3 semaines comme ça, au début, la première semaine, tu es très véloce, et plus tu avances, moins t'es véloce, mais plus t'es puissant. Ton muscle s'adapte et ton organisme s'adapte à des efforts quotidiens, et en fait à la fin ton rythme cardiaque est beaucoup plus bas. T'as pas pris de poids, t'as pas perdu de poids non plus, parce que normalement tu sors du Tour de France avec un petit peu plus de 1 ou 2 kilos de plus, et physiologiquement les mecs, certes t'as de la fatigue, mais quand un mec sort du Tour de France et que la semaine d'après il va sur une épreuve, il n'y a même pas photo entre un mec qui a fait le Tour de France et un mec qui s'est entraîné. Le mec du Tour de France, il est puissant, ça c'est mytho, c'est les courses achetées, ça c'est les cri-cri. Comme par hasard, c'est les cri-cri. Je parle pas de critériens, je parle de vraies courses, tu vois, classique Saint-Sébastien, choses comme ça, où là ça se fait au jarret. Tous les mecs qui remportent les courses qui suivent, on va dire les vraies courses qui suivent le Tour de France ou même le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, sortent de grands tours. Un championnat du monde, typiquement, c'était juste après la Vuelta. Les mecs sont hyper costauds.
Ouais. Bon, après, mais parce qu'en fait, ils sont dans la surcompensation. Donc oui, là, voilà, ils surcompensent. Ouais. Mais ce qui démontre bien une chose, c'est que même au bout de 3 semaines, tu as une certaine fatigue, mais tu es hyper puissant. Ouais. Là, chez les amateurs, tu vois, les plus grosses courses, c'est 8 jours. Ouais. Au bout de 8 jours, les gars, ils écrasent, quoi. Ouais. Voilà. Bon, après, il y a la récupération dans les sports d'endurance et la récupération dans les sports co. Typiquement, sur un tournoi. C'est pas du sport, de toute façon. En gros, les sports co, quand vous êtes sur un tournoi, les stratégies de récupération artificielle, là auront toute leur place. Comment je fais pour faire en sorte de bien récupérer de courbatures, bien récupérer d'un éventuel, on va dire, déficit nutritionnel. Donc, si maintenant on bascule sur les différentes stratégies, comme on l'a dit en début, on va essayer d'en passer en revue. Alors l'idée, c'est d'en passer le plus en revue possible. On vous donne plein de clés. On va donner des clés. Après, les clés, on n'est pas censé de connaître toutes les capacités de récup, tous les procédés de récup. Donc du coup, on va en aborder. Si vous en avez qu'on n'a pas abordé, n'hésitez pas à nous les poser en question. On abordera éventuellement dans cette thématique dans les prochains épisodes. Voilà, ça sera l'objet de prochains podcasts, exactement. Concernant la récup nutritionnelle, Tom. Alors, en fait, la récup nutritionnelle, c'est quoi ? C'est qu'en fait, qu'est-ce que je dois apporter à mon organisme pour finalement faire en sorte de compenser ce que j'ai pu consommer lors de mon effort. Alors, ce qu'on fait pendant l'effort, on consomme deux choses. On consomme du sucre, on consomme des protéines on consomme des protéines. Les muscles vont fonctionner, donc vont se dégrader un petit peu. Donc, dans l'heure qui suit, on va pouvoir avoir un besoin finalement de protéines. Et on a fenêtre métabolique là ou pas ? Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. La fenêtre métabolique, c'est dans la demi-heure qui suit votre arrêt sportif, c'est là où vous êtes le plus compliant à absorber les bons nutriments au bon moment. C'est le meilleur timing pour remplacer les pertes. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va falloir assimiler vos glucides, vos protéines et l'hydratation. Il faut savoir que moi, à l'époque où je courais, c'était comme moi j'étais un bon épicurien, c'était le seul moment où on m'autorisait à manger un peu n'importe quoi, les quiches, les trucs comme ça. Quand je rentrais, non mais fais-toi plaisir, de toute façon cette demi-heure-là, de toute façon tout ce que tu veux ingérer, grosso modo, ça sera transformé en glycogène, donc nos soucis. Donc c'était le moment de la journée entre guillemets où il y avait plus de plaisir alimentaire. Ben oui, puisque du coup tout ce que tu vas bouffer, finalement tu vas l'assimiler ou le dégrader rapidement. Donc du coup ça c'est toujours intéressant. Donc du coup le glucide, c'est ce qui recouperait finalement le plus glucides, protéines et hydratation. Il y a un aliment qui est pas trop mal qui regroupe un peu tout ça, c'est l'IOP. Le IOP, en fait, vous avez des glucides, votre protéine en apport avec les protéines de lait et votre hydratation. Il faut savoir que l'eau, c'est pas le meilleur moyen pour récupérer d'une perte hydrique. Okay, vous avez tout intérêt à compenser finalement, à assimiler deux choses, de l'eau plus quelque chose d'autre. Donc, boisson de l'effort. Et surtout... Jérôme disait tiens je vais pas cracher dans ton yop. Non, ça n'a rien à voir. Il peut cracher dedans, mais ça, je sais pas si ça améliore les qualités de récupération. Et dans les petits aliments en plus, en fait il faut savoir que on avait mis en place Moore 2014, lui avait validé finalement que glucides, protéines, hydratation, c'était la base. Ensuite, on a toujours un petit peu ces espèces de mythes sur des aliments magiques, notamment par exemple, je sais pas si ça vous parle, les polyphénols. Les polyphénols, c'est cerises, les grenades et tout ça. Ça améliorerait effectivement les capacités de récupération. Et une étude de Bon Giovannini, en 2020, en fait, a validé plusieurs aliments qui amèneraient on va dire un plus comme entre guillemets aliment magique. Donc il a défini en fait des niveaux de preuve, et dans les bons niveaux de preuve, on a effectivement le jus de cerise qui pourrait améliorer un petit peu plus les qualités de récupération. Dans le cas des dommages musculaires, alors on revient toujours pareil, le but c'est que si vous devez soigner des dommages musculaires, c'est que vous entraînez trop et que vous assimilez pas suffisamment votre charge d'entraînement. Ok. Donc, nombreuses preuves pour les effets bénéfiques qui sont moins clairs sur le jus de betterave, le jus de grenade, la vitamine D. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui va être jus de cerise, oméga 3, créatine, tout ça, ça va aider finalement à mieux récupérer, mieux régénérer de vos efforts musculaires. Bien sûr, créatine, ça sous-entend musculation. La créatine, il y a un petit passif là-dessus avec nos amis. Oui, mais après la créatine. Haltérophiles. Oui, mais en fait la créatine, c'est
ça va dire la supplémentation. Alors après, il faudra voir un petit peu, on pourra aborder dans une deuxième thématique sur ce que la supplémentation pourrait être bénéfique ou pas. Il y a des études là-dessus sur, effectivement, des fois, en fait, on se rend compte que si on mange relativement sain et varié, alors en fait, les nutritionnistes disent mettre de la couleur dans votre assiette. Plus vous mettez de couleur dans votre assiette, plus c'est varié. Et plus c'est varié, finalement, plus vous avez une chance d'apporter suffisamment de nutriments différents pour compenser effectivement les pertes ou les manques que vous pourriez avoir à cause de votre sport. Tu sais que moi je rejoins un peu les nutritionnistes. Hein. Toi tu mets des couleurs dans ma vie. Ouais, met des paillettes dans les yeux. Il y a une couleur un peu, à un moment donné, le jaune, faut calmer quand même. Parce que tout ce qui est jaune, c'est frites, c'est pâtes, c'est tout ce qui est le jaune, on se calme. Mais vraiment tout ce qui va être un petit peu plus coloré, ben vous vous rendez compte que vous amenez beaucoup plus on va dire de vie dans votre assiette. Oh, c'est beau. Poétique aussi. C'est beau. Après, sur les petits aliments qui peuvent être intéressants, c'est le curcuma. Le curcuma, c'est un anti-inflammatoire, en fait, plus ou moins naturel. Alors, ce curcuma, il a montré son efficacité sur le fait de réduire l'intensité des douleurs musculaires. Maintenant, on reste quand même dans un anti-inflammatoire, et comme tous anti-inflammatoires, vous bloquez, entre guillemets, ou vous limitez le processus inflammatoire. Et ce processus inflammatoire, c'est quand même la première étape de votre adaptation tissulaire. Okay, quand vous faites une blessure ou que vous irritez vos tissus, vous avez une phase de récupération qui nécessite finalement une inflammation, parce que c'est ça qui va amener le bon matériel pour se régénérer. Et dans cette deuxième phase, vous avez une phase de rééducation ou de ressollicitation des tissus pour les améliorer. Si vous faites que anti-inflammatoire et phase de récupération ou de protection, en fait vous bloquez ce processus-là. Ça va vous coûter une blinde, l'histoire, hein, parce que si à chaque fois vous mettez un pot de curcuma dans votre viande... Le curcuma, c'est pas donné. Hein. Ensuite, on pourrait passer à ce qu'on appellerait les récupérations actives. Je crois que tu avais un truc à nous dire sur cette récupération active. Et en fait, pour bien, c'était marrant par rapport à l'étude que tu avais sortie, c'est-à-dire la récup active, ça marche surtout bien quand vous échauffez. Ouais, voilà. Alors voilà. Parce qu'il ne faut pas croire, ça nous arrive des fois de travailler. Et comme on le dit depuis le début, on essaye d'amener des études. C'est la base. Voilà, pour amener nos dires. Alors oui, la récup active, c'est quoi ? C'est ou même le retour au calme, un petit peu entre guillemets. C'est un moment dans ton entraînement où tu es censé réduire la voilure, rentrer tranquillement à la maison, à pied ou à vélo. Tout le monde pense que la récup active améliore la récupération, et moi le premier. Ça fait 17 ans que je fais du vélo, on m'a toujours dit ça. J'ai toujours entendu dire ça et je l'ai appliqué. Le vélo, c'est le sport des mythes. Faut pas boire d'alcool, ça coupe les jambes. Ah oui. Ah bah. Oui, mais faut pas boire en côte, ça coupe les jambes. Ouais. Donc du coup, mythe ou réalité ? Le mythe, c'était que la récup active ou le retour au calme réduirait les courbatures le lendemain, réduirait entre guillemets la charge cardiovasculaire, donc ça permettrait de faire redescendre un petit peu tout ça, et empêcherait l'accumulation de sang au niveau des jambes. Bon. Ça, c'est ce qu'on pensait. En 2012, il y a une étude qui a été réalisée avec des sportifs. Enfin, sportifs et non sportifs. Tu as des cyclistes ? Non, pas des cyclistes. Ah bah non, dans une vraie étude de sport. Une vraie étude de sport, en fait, ils se sont amusés à faire des fentes. Alors des fentes, c'est quoi ? Tu sais, avais des charges de 20 kg dans les mains et tu fais un pas en avant, hop, tu plies et tu remontes. Vous ne voyez pas, mais je le fais en même temps. Mais il le fait mal, mais il le fait. Et donc l'objectif, en fait, c'était, ils faisaient un certain nombre de fentes jusqu'à avoir des douleurs. Et donc ils avaient 3 groupes. Un groupe qui faisait les fentes récup active, après donc ils allaient faire de l'home trainer tranquille. Deuxième groupe, même nombre de fentes, pas de récup active. Et troisième groupe, échauffement un quart d'heure, fente et pas de récup active. Eh bien écoutez, contre toute attente, le groupe qui ne faisait rien, c'est-à-dire pas de sport, et ben ils n'avaient pas de courbature. Voilà. Et ben c'est génial. Non, ils avaient autant de courbatures que ceux qui avaient fait la récup active. Ouais. Voilà. Et par contre, le groupe qui a fait l'échauffement avant l'effort, c'est celui qui avait justement encore moins de courbatures sur des non-pratiquants. Donc c'est pour dire clairement que cette étude démontre une chose, la récup active c'est bien, mais si vous en faites pas, c'est pas grave. Par contre, c'est sûr que quand vous venez de faire des 30-30, vous êtes chiffon carpette, prenez quand même 5 minutes pour faire redescendre un peu la machine. Comme Thomas aime bien parler, vous savez, avec des comme si. C'est comme si vous étiez dans votre voiture et vous accélérez à fond les ballons et vous dites tiens, je vais couper le contact maintenant. Et vous allez entendre des petits clic 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 clic
du moteur de voiture. Elle aime pas bien ça. Hein. Mais oui, non, c'est sûr que la récup active, en fait, dans plein d'études, en fait, elle est vraiment contrecarrée. Il y avait une étude sur Wilson 2018 qui montrait tennis, les raquettes. Les raquettes, oui. Après, il en avait marre des raquettes. Il a fait de la science. Non, en fait, il avait montré quel processus était le mieux finalement dans les récupérations. Alors le mieux, on est d'accord, hein, c'est le moins pire, parce que le mieux, c'est de bien s'entraîner. Je le redis une fois au cas où. Hein. Mais en fait, donc il a démontré que en fait la récup active, en gros, concrètement, vous défoncez quoi. C'est-à-dire que vous allez, si vous allez courir le lendemain. Vous êtes sur votre pic inflammatoire, c'est peut-être pas la meilleure des stratégies d'aller finalement ressolliciter des muscles qui sont en train finalement de se mettre en position de récupération ou tout du moins de cicatrisation. Donc la récup active, clairement, c'est pas la meilleure des stratégies d'une part, ça prend du temps. Maintenant, ça peut être mis en place dans une idée d'augmenter votre volume d'endurance douce, d'aérobie. Ok, on parlera peut-être une prochaine fois d'entraînement polarisé. L'entraînement polarisé, c'est 80% d'endurance cool, 20% d'intensité. Alors, tu parles d'aérobie, mais c'est l'aérobique. Voilà, mais c'est ça. Il faut pas rajouter le C à la fin. Non, voilà, c'est l'aérobie. Après, vous pouvez courir en juste au corps. Moi, j'ai vu un mec une fois en juste au corps en soirée. Et tout en couleur, comme dans l'assiette. Juste au corps, couleur truite. C'était très très joli. En poutre apparente. Non. Je sais pas, ça dépend. Mais donc la récup active en tant que récup pour se dire je me fais du bien, non, clairement, on vous met vraiment à l'aise. C'est pas une nécessité absolue, c'est même quelquefois contre-productive de faire cette récup. Après, je vous dis pas que ce temps de retour au calme, il est bien, mais il va être bien d'un point de vue psychologique. Ok, c'est sûr que vous finissez votre série de 15 x 400 et le dernier 400, vous filez dans la voiture pour rentrer. Je suis pas sûr que ce soit les meilleures des stratégies non plus. Maintenant, retour au calme, allez à la voiture en marchant. Voilà, si vous n'avez pas fait vos petites 10 minutes, 15 minutes de récup derrière, c'est pas très très grave, bien au contraire. Voilà, donc on est là pour parler des mythes et des réalités, et donc là, c'est un mythe. C'est complètement un mythe. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en parlant de vélo, on voit notamment après les étapes de montagne, les coureurs faire de l'home trainer devant le bus, tu vois, au sommet de la bosse. Après, là, ce qu'il y a, c'est que, alors pour recadrer un peu les trucs, c'est qu'ils viennent de se taper au minimum 2 heures à seuil moins 10, seuil quoi. Donc là, le cardio est bien haut. Donc la récup, le retour au calme est indispensable, notamment pour pouvoir repartir le lendemain. Parce que là, si on monte dans le bus à sec comme ça. Et puis de toute façon, on est sur cette stratégie de course à étapes où finalement, on se rend compte que le but, c'est dès que tu arrives de ta première étape, le but, c'est de préparer l'étape suivante. Et la récup active, là, c'est dans cette stratégie de se dégrader un peu moins. Donc oui, c'est intéressant dans cette optique-là. Est-ce que après la récup active, est-ce qu'il peut être intéressant de mettre des bas de contention ? Alors les bas de compression, ça n'a pas forcément montré son utilité. Ok, on est pareil, c'est-à-dire que si tu as besoin de bas de compression, c'est que concrètement tu es allé un petit peu loin dans l'inflammation. Alors attends, mais en parlant de ça, Thomas, tu sais, moi j'ai vu beaucoup de tes collègues avec des bas de compression pour courir. Toi, je ne t'ai jamais vu en bas de compression. Alors si, il faut. C'est la grande tendance, ça a été la grande tendance. Non, mais ils avaient tous ça, en triathlon et tout. Même les footeux, les rugbyman portent des. Les basketteurs la portent aussi. Ouais. Mais alors les bas de contention, ça a été marrant parce que en fait, je sais pas si vous avez remarqué, si en 2013, toi, je gagne les Templiers et je gagne les Templiers avec. Pourquoi ? Parce que j'avais un contrat j'étais sponsorisé par la marque. Si en gros on m'en gagne la course avec les bas de contention, on avait une prime sur le résultat. 50 000. Non, ça c'était si j'étais 12e. On parle de trail et ça tu gagnes avec des bas de contention, on est Mais en fait c'est marrant parce qu'on se rend compte que comme dans tous les marchés, les parts de marché à acheter, les marques sont très agressives pour prendre les parts de marché dans un univers naissant. Et une fois que les parts de marché sont attribuées, finalement, on se rend compte que on est peu moins. Les places sont attribuées et que finalement, du coup, on sponsorise un peu moins les athlètes. Et puis en fait, pour sponsoriser un peu moins les athlètes, ils portent un peu moins l'outil. Donc du coup, en portant un peu moins l'outil, on va dire le peloton se pose la question sur l'utilité
crédibilité. Et à juste titre, parce que si on met de la science sur le sujet, clairement c'est uniquement mental. Alors le fait d'avoir quelque chose qui te compresse les mollets. Oui, alors, est-ce qu'on y pense et est-ce qu'on le ressent? C'est complètement psychologique. Le fait de mettre des fois des choses sur la peau, si je prends par exemple le satin que t'aimes bien mettre dans ton lit. Non, alors entre nous, je sais pas si c'est celui qui aime le mieux les bas, c'est pas celui qu'on pense, mais non, clairement les bas de contention, ça reste quand même du domaine de l'agréable, mais pas vraiment du validé d'un point de vue physiologique. Ça diminue pas forcément les améliorations. Enfin, ça n'améliore pas gagner. Non, ça ne fait pas gagner. Après, de là à ce que ça te fasse perdre, non plus. Bon, après, voilà. Si on a envie d'en mettre, si on a envie d'en mettre, si on sent bien. Moi, pour mes comptes Instagram, j'aime bien regarder les bas de contention. Et avec des jambes rasées dessus. Ouais. Quand t'as les poils qui sortent des bas, je t'explique pas. Enfin, ça va pas le faire. Non, en fait, vraiment, toute cette stratégie sur les bas, les vêtements de compression, en termes d'amélioration de performance, il a été démontré sur une certaine étude que ça modifiait au niveau de la course à pied, ça modifiait légèrement le pattern de course, la biomécanique de course, parce que ça jouait sur les effets du tendon d'Achille, mais clairement dans une stratégie globale d'amélioration de la VO2, je suis pas sûr, et sur une stratégie d'amélioration de la récupération, ça reste physiologique. J'avais quand même vu une étude sur les bas de contention et la diminution des troubles gastriques. Pourquoi ? Alors après, si on peut construire un scénario intellectuel qui pourrait être satisfaisant, on peut se dire moins il y a de sang dans les jambes, plus il y en a dans le ventre, donc plus il y en a dans le ventre, mieux on digère. Voilà, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais ils avaient trouvé des effets c'est plus tiré ou moins par les cheveux, je vous... moi ça pourrait peut-être m'aider pour avoir plus de cheveux sur la tête au final. Mais je vais mettre un bas jusqu'au pecto. Ça n'empêche pas les aigreurs d'estomac. Non, clairement. Clairement. Après. Donc là, c'est dommage. On avait passé en revue notre récupération active. Je mènerais juste un élément qui serait finalement, alors c'est un peu un mix entre actif et passif parce que c'est les rouleaux de massage. Ah oui. Les rouleaux de massage, c'était vraiment stick massage. Au stick massage ou le foam roll. Ça s'appelle aussi comme ça. Non mais alors Jérôme nous regarde avec des yeux là. Il faut savoir que Thomas est quand même bilingue. Et il vient de le prouver une nouvelle fois. Si vous saviez, c'est pathétique. Donc c'est les rouleaux de massage ou les gros, ouais. Mais ça c'est bien ça. Alors les rouleaux de massage, oui, ça a montré son efficacité, mais davantage sur l'aspect mobilité tissulaire. On a montré que ça a été mieux finalement de faire du foam roll que rien du tout. Pour améliorer la mobilité et améliorer finalement la détente tissulaire. Donc pour préciser, en fait la détente tissulaire et musculaire, c'est quoi ? C'est que ton muscle devient plus élastique, donc s'il est plus élastique, les tissus sont à même de frotter en eux et de moins de faire d'adhérence entre eux pour limiter la toxination. La toxinage. Le toxinage. Non, en fait, la rouleau de massage, je pense que ça peut aider dans une stratégie de diminution des symptômes. Après, de là à ce que, d'un point de vue microscopique, on améliore le coulissage ou le coulissement. Oui. Non, mais depuis qu'il est bilingue, il en perd son latin. C'est ça, il en perd son français. Mais après, je sais pas si ça a vraiment amélioré les choses. Maintenant, je pense que ça peut peut-être diminuer les symptômes. Des fois, on se rend compte que les choses marchent, mais pas pour les raisons pour lesquelles on voudrait que ça marche. D'accord. Bien vu. Donc du coup, le massage, ça en fait un peu partie. Alors le massage, ça en récup passive. Alors le massage, ça a montré quoi ? En fait, dans les mythes et réalités, on voudrait que finalement le massage, ça améliore le flux sanguin. J'améliore, on n'oublie pas, on monte direction du cœur pour amener. Bon, c'est ce qu'on voudrait penser. Ça diminuerait la tension musculaire, l'excitabilité musculaire, et ça augmenterait finalement un état de bien-être. Le massage, c'est bien plus que tout ça. Là, c'est le sauveur de vie qui parle tout de suite. Non, alors non, parce que du coup, moi, je masse très peu, parce que j'ai un excellent kiné qui masse, il s'appelle Yves Rocher. On salue Yves Rocher. Mais voilà, parce que clairement, le processus, le principe qui voudrait que le kiné masse et que le massé
soit finalement sponsorisé par la sécurité sociale parce que du coup il fait du sport. Voilà, ça me dérange un peu. Moi, je comprends complètement que le massage puisse être intégré aux soins de récupération généraux, mais de là à ce que ce soit fait sur une ordonnance de kiné parce que le gars il fait du sport et que du coup il va chercher un kiné qui va le masser. Je trouve ça un petit peu... C'est les limites du système. Ouais, c'est complètement les limites du système. Malgré tout, effectivement, le massage joue son rôle et notamment, je cite encore une étude, celle de Wilson, celle qui a montré finalement que c'était un des processus de récupération les meilleurs qui puissent exister. Est-ce que le drainage de la fatigue fait partie du massage ? Alors oui, c'est une forme de massage. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Alors le drainage de la fatigue. Alors je vais essayer d'être à peu près simple. C'est comme si dans votre corps vous avez des tuyaux. Oui. Là vous avez on va dire ça va être un flux sanguin. Ok. Et autour de ces tuyaux vous avez un liquide. Et ça c'est la lymphe. D'accord. Ok. Le massage, comme on l'entend, le massage sportif serait là pour drainer les tuyaux, et le drainage lymphatique serait là pour diminuer la pression sur les tuyaux. Exactement. Donc on serait un peu là-dedans. C'est-à-dire qu'autour de ces tuyaux-là, vous avez de la lymphe. Cette lymphe-là, elle peut être drainée par une technique qui ressemble pas du tout à du massage classique. C'est de l'effleurement. C'est de l'effleurement, c'est des techniques de... Vous le voyez pas là. Voilà, j'essaie de vous le montrer. Thomas est en train de nous le montrer. Voilà la technique du massage. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, c'est là où vraiment c'est important. Donc voilà, vous voyez bien comment on fait. Et non, alors effectivement, ça peut être intéressant. Tout ce qui va être sur en lien avec les troubles circulatoires, parce que finalement, si j'ai une mauvaise circulation lymphatique, ça comprime mes vaisseaux et finalement ils sont moins bien drainés, ainsi de suite. Moi qui dis massage, dis kiné. Qui dit kiné dit électrostimulation. Alors électrostime. Parce que moi les kinés, elle est là-bas là. J'ai le complexe, faites-en 15 minutes, ça ira très bien. Voilà. Non, en général c'est associé à la lampe infrarouge aussi. Comment tu parles de ta profession? Ah non, mais attends, parce que toi tous les cyclistes ils sont. Allô. Ah ouais. Non mais en fait c'est vrai que l'électrothérapie ça a été ça a construit des maisons pour des kinés ça. Mais clairement si on le pose dans la moulinette scientifique, l'électrostime ça fonctionne, ça fonctionne pas trop bien non plus. Hein. On est quand même sur on essaye de mettre de la capillarisation, c'est-à-dire que c'est les mouvements on va dire qui font activer le muscle, mais sur des contractions sous-maximales qui faciliteraient le flux sanguin, l'amélioration du flux sanguin. Leur terme marketing, c'est augmenter le diamètre des capillaires sanguins. Voilà. Mais ça, en fait, c'est des fois, il y a plein de choses. Si c'est pas parce que c'est satisfaisant intellectuellement que ça marche réellement d'un point de vue scientifique et que ça montre une plus-value par rapport à rien. Ok, c'est ça, c'est le principe des études contrôlées. L'étude contrôlée, c'est qu'on compare par rapport à rien. Et si globalement on est à peu près pareil, on peut se dire que rien c'est pas mal. Tu sais, moi ça me fait penser, pour moi j'étais contre, pourquoi? C'est que t'expliquais tout à l'heure, c'est que t'as fait du sport. Faire de l'électrostimulation, c'est solliciter pendant 30 minutes tes muscles, même si ce n'est pas ton cerveau qui commande la contraction musculaire. Oui. Parce que le seul avantage de l'électrostimulation pour moi, c'est ça, c'est que c'est plus ton cerveau qui commande, donc tu n'as plus cette fatigue nerveuse, c'est juste un courant électrique. Donc du coup, tu t'augmentes le temps de ta séance. Tu vois, c'est pour ça que je trouvais que... Tu veux dire le temps de la sollicitation des muscles Et moi, l'électrostimulation, j'avais l'impression d'être plus fatigué après. Oui, mais c'est parce que c'est différent, c'est une contraction différente. Alors, quelqu'un qui fait tous les jours de l'électrostime, en fait c'est pareil, il va être adapté à cette sollicitation. Donc à un moment donné, concrètement, les effets espérés vont être complètement diminués, comme si je m'entraîne tout le temps pareil. Maintenant, il y avait l'électrostime sur la stratégie de faciliter finalement un recrutement musculaire. Et là, on a un peu fait tout et n'importe quoi. L'an dernier, quand je faisais un colloque sur le sauvage de vie. Non, pas du tout. En fait, dans le cadre du master, j'avais des cours avec des gens qui faisaient justement leur étude eux sur l'électrostime et qui avaient en fait démontré que après une séance où en gros vous mettez la charge électrique à bloc, où globalement vous êtes proche de la crampe.
intensité qui a été démontrée qui serait en gros la plus efficace pour amener des processus adaptatifs. En fait, on s'est rendu compte que d'un point de vue histologique, donc on fait des petites coupes de muscles et puis on regarde comment ça a été. C'est complètement délabré le truc. C'est-à-dire qu'avec l'électrique, avec la contraction électrique, on arrive à un désordre histologique, c'est-à-dire qu'on met le Y complet dans les tissus et certaines fois, sur certaines intensités, sur certains sujets, des désordres tissulaires non réductibles. C'est-à-dire qu'en fait, vous lui avez massacré la cuisse. C'est pour ça que qui ne se souvient pas en essayant l'électrostimulation d'avoir des crampes, des contractures là où il y avait les patchs. Exactement. Donc parce que effectivement, le courant électrique, oui, il amène un processus de contraction, mais clairement 10 fois trop fort par rapport à ce qui serait utile. Ce que le cerveau est capable de produire. Clairement. Les Américains faisaient ça sur surcharge. C'est-à-dire, tu sais, ils se mettaient à la presse. Oui. Et là, ce n'était plus le cerveau qui commandait le déploiement des jambes, c'était l'électrostimulation. Oui. Qui commandait le déploiement des jambes. Et ça peut être intéressant alors, je pense que ça, faut vraiment se dire des fois, c'est pas parce que c'est intéressant d'un point de vue rééducation que c'est intéressant pour améliorer de l'entraînement. En gros, la rééducation, c'est que vous avez une structure qui est pas apte à 100%. Donc, vous allez trouver des processus pour aider à l'amener à 100%. Mais quand vous êtes à 100%, est-ce que ce processus-là vous amène à 120 ? Je suis pas sûr. Et clairement, dans le cas de l'électrostime, la science dirait plutôt que vous êtes à 100%, vous essayez d'être à 120, vous abîmez. Ça c'est dit. C'est un peu comme tu as une voiture, tu as un réservoir de 60 litres. Et tiens, je vais mettre 62 litres. Ouais. T'as 2 litres qui sont dans la nature. Exactement. C'est pareil. J'aime bien tes images comme ça, on comprend mieux, tu vois. J'essaie de me faire un peu à l'idée de Thomas. Et tout à l'heure, Thomas parlait tu es un peu le traducteur. Des kinés là, qui faisaient l'électrostimulation, des kinés qui se construisent aussi des piscines dans leur cabinet. Alors, à ce sujet, Thomas, l'immersion. L'immersion. Hein. Alors, là, il y a commandant Cousteau, c'est vraiment un truc sportif. Sans scaphandre. Hein. Ouais, on peut rester. Le bonnet rouge tirait bien quand même. Tu sais que le rouge, j'adore. Il y a un passif là-dessus. On peut pas tout vous dire. On peut pas tout vous dire, mais. L'immersion, c'est quoi ? C'est en fait de vous plonger dans de l'eau, dans un liquide. Alors, en général, c'est plutôt de l'eau. Et finalement, ça aiderait à la récupération. Alors, effectivement, ça a été vendu. La piscine, ça fait du bien parce que ça fait une espèce d'automassage. Vous amenez un peu de massage général. Maintenant, est-ce que c'est intéressant ? En fait, on est toujours dans de la récupération passive. Et en fait, c'est pareil. Si vous plongez tout après chaque entraînement dans l'eau, en fait, c'est complètement contre-productif. Clairement, là, par contre, il y a des millions d'études qui sortent actuellement sur l'inintérêt total de faire ces bains-là. Enfin, de récupérer dans de la flotte. Ah oui, mais donc là tu vois. Pourtant, on a des images de sportifs et de très grands sportifs, notamment un décathlonien très connu en France, qui, j'ai une image il n'y a pas très longtemps, plonge dans un bain d'eau froide, glacé même, après ça compète. C'est pour ça que nous on parle dans ce podcast de mythes et de réalités. Clairement. Oui. Et là, c'est des réalités factuelles avec des grands professeurs. Des sommités. N'ayons pas peur des mots. Non, mais tu vois, typiquement, pour pas le citer, moi j'avais vu un reportage justement sur cet état décathlonien. Lui, il est clairement dans vraiment les mythes. C'est-à-dire que quand je vois comment il a soigné. Pourtant, ça gagne. Ça gagne, mais tu vois, quand il a abandonné, c'était où c'est les JO là, les derniers, non, qu'il a abandonné. Ça, il va falloir demander confirmation. En fait, concrètement, il y a plein de choses, mais soigné par un courant électrique, machin, c'est à un moment donné, on y reviendra sur l'élément essentiel pour récupérer. Je vous le garde pour la fin. C'est celui-ci qu'il faut mettre absolument en place. Ok ? T'as compris ? Pour revenir sur l'immersion, il y a une étude de 2019, Fuch. Alors, pour ceux qui ne lisent pas, c'est FUCHS. Alors, cette étude-là, elle a clairement montré que l'immersion en eau froide diminue la réponse
de la synthèse protéique musculaire. Vous avez compris ? C'est-à-dire que globalement, à chaque fois que je vais dans l'eau froide, je coupe mon processus adaptatif. Donc globalement, je suis contre-productif. Je perds les avantages de m'être entraîné et de déclencher un processus d'adaptation de mes tissus. Ok ? Ça, c'est la récupération immédiate. On se rend compte que ça coupe ça. Et finalement, cette réponse chronique, en fait, on se rend compte que plus on le fait, plus en fait on diminue cette adaptation tissulaire. En fait, pour schématiser, c'est-à-dire que en faisant le bain, on limite notre corps à s'adapter à la charge de travail. Exactement. La conclusion de l'étude, les sportifs souhaitant favoriser la bonne adaptation de leurs muscles à l'entraînement devraient reconsidérer leur recours au bain froid dans le cadre de leur stratégie de récupération post-exercice. C'est limpide. Globalement, c'est bien, c'est satisfaisant. On a l'impression qu'on poursuit finalement les effets de l'entraînement. Non, justement, on les poursuit mal. Ok ? Maintenant, ils ont fait quand même une étude dans cette capacité à justement éviter de se dégrader au fur et à mesure d'étapes, voilà, course à étapes, les répétitions. Et en fait, on s'est dit, ça serait quoi la meilleure température ? Top. Combien de temps le mieux ? En fait, ils se sont aperçus. Globalement, quand on fait ce qu'on appelle une méta-analyse. Méta-analyse, on prend plein d'études qui parlent du sujet. Méta-analyse. Ah non, méta-analyse. Et on prend plein d'études qui parlent du sujet, on compile, et de ces études-là, on en dit, la conclusion de toutes ces études, c'est ça. Et on a résolu le problème, c'est entre 11 et 15 degrés pour la température, et 11 à 15 minutes. Facile à se souvenir. Ok ? Ah ouais. Donc globalement, le coup de je me mets dans l'eau froide, ainsi de suite, clairement, non. Si c'est aller à 11 degrés, 15 degrés, oui. Si vous devez repartir le lendemain, voilà. Mais clairement, dans un processus adaptatif à long terme, aucun intérêt et même contre-productif. Donc là, la petite douche, moi le premier, je rentre de l'entraînement, petite douche froide, petite douche chaude. Jérôme parlait pas du kilt écossais, mais la petite douche écossaise. Ça c'est psychologique. C'est complètement psychologique. Et je fais quoi de mon camion réfrigéré que j'ai depuis 6 mois avec de la glace à l'intérieur pour toujours avoir de la glace? Ça, c'est ce qu'on appellerait le crématorium. C'est pour ta belle-mère. C'est l'appartement que tu as enviagé. Tu te souviens? Parce que si je veux avoir de la glace régulièrement, mon camion il tourne là. Alors, si jamais vous avez envie de venir participer au podcast avec nous, on a tout ce qu'il faut. Il est outillé. La plancha, machine à glaçons. Alors là. Mais alors oui, pour vous revenir à ce truc-là, c'est la cryo corps entier. Ça a été à la mode absolue dans toutes les salles de sport, ainsi de suite. Voilà, vous venez ça va. On vous promet monts et merveilles. Et là, non seulement c'est contre-productif, mais en fait, ça serait même plutôt désavantageux dans la capacité à justement. On a trouvé que la cryo corps entier a amené finalement une dégradation musculaire. Donc, en fait, on abîme réellement ces tissus. T'es en train de faire tomber tous les mythes là. Ah oui, non mais. Bah oui, mais bon, moi, j'y suis pour rien. Je suis plus le même. Moi, j'y suis pour rien. Je suis plus le même. Mais par contre, je vous donne quand même le truc de base à la fin. Ouais. Le meilleur. Le meilleur. Top. Non, mais la cryo corps entier, voilà. Et alors après, ça, c'est ce que je dis souvent, mais finalement, dans la cryo corps entier. Concrètement, je suis pas sûr qu'au XXIe siècle, la stratégie de récupérer avec des bonbonnes d'azote, une consommation électrique à peu près en général, quand faudrait confirmer avec quelqu'un qui en a une, mais on est à peu près à du 500 € par mois de facture d'électricité. Je suis pas sûr que ça soit actuellement la meilleure des stratégies pour se dire. C'est carboné quoi. Ouais, clairement. Concrètement, pour un truc qui n'a pas montré son utilité faramineuse, ouais, clairement, je suis pas sûr que la corps entier dans le caisson avec du gaz, du machin, ça soit super intéressant. Surtout que si c'était ultra bien et que ça a amélioré la qualité de vie, mais il y a plein de choses qui améliorent la qualité de vie, qui sont bien moins coûteuses, bien moins polluantes et qu'on utilise beaucoup moins bien. Carrément. Okay. Et en parlant de qualité de vie et puis est-ce que le sommeil. Voilà, tu me. Est-ce que tu vois, moi, la qualité de vie. C'est peut-être ça. C'est ça la base. La base, en fait, voilà, à un moment donné, less is more, on dit. Ah oui, mais oui. Less is more. C'est qui est mort? La laisse que tu prends en soirée. Qui est mort? Qui est mort? Non, mais pour moi, c'est. Le facteur numéro 1 de récupération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'entraîne, mais je ne dors pas.
bah, ça a montré vraiment sa limite. On a montré que si vous dormez moins de 8 heures par jour, enfin par nuit plutôt, enfin il y en a qui dorment aussi le jour, mais bah, quand vous dormez moins de 8 heures, vous diminuez votre capacité à fabriquer du muscle. Ok, on a montré ça. Plus vous dégradez votre sommeil. Alors après, les bonnes techniques pour dormir, bah, il y a plein de choses. Là, pour le coup, la douche, ça peut être intéressant. Douche chaude ou douche froide? Ah, moi je sais. Jérôme? Je pense à la douche froide avant de dormir. Erreur. Ah bon, c'est la chaude? Le froid excite. Ah bon? Bah, le froid. C'est pour ça que je dors pas alors. Non, mais pourquoi le froid ça excite? Bah parce que le froid, c'est plus bas que ta température corporelle, donc du coup, le corps, il va bosser pour amener ton corps à cette Donc c'est un peu la machine qui va remettre du charbon donc chauffer. Donc si j'ai envie d'endormir mon corps, je fais un bon bain ou une douche chaude. À température corporelle, de façon à ce que tu sois en isothermie. Ok. T'as compris? Et truc de base. Le truc de base, bah actuellement on est tous, on rentre chez soi, on est devant l'écran. Faut savoir que l'écran, la lumière bleue, bah excité à mort. Donc en gros, en général, on donne comme conseil pas d'écran à 1 heure à 1h30 avant d'aller au lit. Ouais. Retour au calme de l'écran en fait. Ouais, bah alors voilà. Donc je dirais que comme conseil, vous dormez plus, vous coupez les écrans 1h30 avant de vous coucher, concrètement déjà vous faites énormément avancer votre processus de récupération. Chose que je fais pas du tout. Est-ce que pour l'endormissement, t'as d'autres choses à préconiser, Thomas? Bon, Thomas, puisque les mythes sont en train de tomber, et à Roswell, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ça je sais pas, on peut pas en parler tout de suite. Non, on peut pas en parler. Mais lui il est resté longtemps dans la cabine de cryo. C'est clair. Il y est peut-être encore. Voilà, donc concrètement un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est vrai que on a beaucoup de mythes et des réalités sur l'entraînement, sur les capacités, sur le matériel, ainsi de suite, mais il faut vraiment se dire OK, est-ce que vraiment c'est pertinent? Est-ce que vraiment ça apporte une plus-value ou pas? Voilà, fondamentalement, des fois, le mieux et le moins et le mieux. C'est des lacisses morts en fait. Mais c'est en français. Ouais, j'ai senti que là je vous avais perdu aussi avec le lacis. Le mieux, l'ennemi du bien, non. Voilà, mais souvent dans la récupération, c'est le plus est l'ennemi du bien, et souvent dans les processus, comme c'est un gros discours marketing derrière, on est clairement dans pas le mieux, mais on est dans le trop. Ah oui. Tiens, en parlant du sommeil, ça pourrait être un sujet. Ça peut être une thématique hyper intéressante. Exactement. Jérôme Messiès, ça lui parle beaucoup. Exactement. J'essaye, mais c'est compliqué. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce thème qui, on l'avait dit, on la joue solo. C'est un thème unique aujourd'hui. La récupération, c'est très très important comme vous l'avez décrit. Messieurs, nous allons passer maintenant à l'actu, votre actu. Et l'actu que vous avez retenu, l'actu chaude. Allez, c'est parti. Jingle, actu chaude avec nos deux compères. Messieurs, l'actu chaude que vous avez retenu. Moi j'ai l'impression qu'il n'y a que de l'actu dans le vélo quoi. Bah ouais, parce que les gars, vous faites quoi là? Tu vas reparler attends, forcément, nous on peut pas courir, alors il n'y a pas d'actu. Tu vas reparler du champion? Oui, alors un Roglic, ça fait quand même 3 fois entre podcasts. J'ai l'impression que tu l'aimes. Ah, mais j'aime bien là, mais j'aime surtout comment il porte son casque. Mais après, là sur l'Amstel Gold Race, là il y a un débat qui se fait où il y a un journaliste un caméraman qui le filme. Il descend de son vélo, il va pour changer le vélo, et là t'as la roue arrière qui tourne avec le pédalier. Et là tout de suite ça a fait le buzz là pendant une semaine. Ouais, Roglic a un moteur et tout. Mais ils arrêtent de nous casser les pieds avec ça, quoi, sans rigoler. Les vélos sont contrôlés à la fin des courses. Bah oui, il a pas un moteur, il en a 2. Il en a 2 et puis des gros pistons en plus. Des pistons de péniche. Non, mais après tu peux peut-être amener pourquoi ça tourne facilement. Alors, j'avais vu un truc sur les trucs céramiques, non? Ouais, alors il y a moins il y a de friction, plus c'est fluide, on est d'accord? Ah oui, mais ça c'est sûr. Ça, non, mais je préfère quand même. Mais la friction est bonne quand même. Ouais. Non, donc il se trouve que les petits galets qui sont sous le dérailleur ont des roulements céramiques, donc là c'est fluide, ça déroule. Le pédalier est très fluide parce qu'il a des roulements céramiques. Or maintenant sur les roues, ce sont les cordes roues libres. Alors les cordes roues libres, c'est là où tu as les espèces de pignons, et ça c'est pas forcément très fluide. Et il se trouve qu'avec la pluie et choses comme ça, des fois ça peut créer quelques petites adhérences, ce qui fait que quand la roue tourne, elle entraîne les pignons qui entraînent le pédalier. Ça le faisait notamment pendant très longtemps avec une marque française de roues, pour ne pas nommer, qui a eu ce problème-là où ça commençait par un M, ça finissait par un C.
Ah, mais C'est jaune et noir. Les pauvres, ils ont tout perdu. Et donc du coup, eux, ils avaient ce problème-là. Et quand on voit ça, maintenant on tombe du ciel. Ah, non, alors maintenant, faut arrêter ça. C'est bon. Il a pas gagné la course. Qu'on arrête. On n'est pas à l'époque des mecs qui écrasaient sur des classiques flandriennes. Voilà pour mon. Ça, c'est ton actu. Pas d'un Suisse. Une vraie horlogerie. Thomas. Ouais, moi je voulais justement avoir ton avis sur les bidons. Tu sais, le gars qui a. Oh là là. Ah, c'est un truc de ouf. Hein. Alors, explique. À Paris, parce que maintenant en fait on n'a plus le droit, enfin moi j'en fais pas partie, mais les cyclistes n'ont pas le droit de balancer leur bidon n'importe où. Ok, ils ont des espèces de sas où globalement ils peuvent lancer les bidons. Oui, maintenant en fait tu dois le mettre dans une zone bien spécifique. C'est ça. C'était le Suisse de l'équipe AG2R, là, Michael Charles, sur le Tour des Flandres. Ça fait un tollé parce qu'il a pris une amende pour ça. Et il faut savoir quand même que quand tu vas sur les courses de vélo en tant que spectateur, ce que t'aimes, c'est récupérer les bidons. Ça fait un souvenir, ça appartient à un coureur. Les enfants aiment ça, même les adultes, parce que les adultes, faut voir. Hein. Après les ravitaux, c'est du grand cinéma. Hein. Les gens qui attendent pour récupérer les bidons. C'est dû à l'écologie ou au Covid, tu crois ? Au départ, c'est pour le Covid. Hein. Parce que l'écologie, il faut savoir que les bidons sont biodégradables. Hein. Alors certes, ils mettent un peu de temps, mais bon. Mais en plus, le bidon qui fait 3 grammes que t'as, bon, toi, il se biodégrade tout seul. Mais... biodégradable sur 3000 ans. En plus, ils sont récupérés par les passionnés. Ils restent pas sur la route. Par contre, excuse-moi, je vais parler sport collectif, mais quand on va avoir un match dans des grands stades et qu'il y a des camions entiers de déchets déposés par les supporters, ça fait pas de tollé, c'est normal. Par contre, t'as 3 GL là que les mecs en course à pied ou à vélo, ils l'ont fait. Non, c'est pas à faire, mais c'est filmé ça. Je ne pardonne pas ce geste-là, mais qu'on arrête de nous casser les pieds. Va au bord des stades, quoi, après les matchs. Ça se défend. Hein, voilà, parce que ça peut être un ça m'énerve. Tu vois, je commence à m'énerver. Mais d'ailleurs, j'avais abordé mon ça m'énerve, c'était sur les déchets dans les. Exact. Dans les. Mais là, ça me tend là. C'est vrai. Mais je le sens. Voilà, bah non, parce que les gosses, ils sont contents d'avoir ça. Enfin, tu vois, voilà. C'est la magie du Tour de France. Ouais, c'est la magie. Tu fais l'eau. C'est la magie du Tour de France. Bon. C'était votre actu ? Bah oui. Il y en a d'autres, mais on en reparle dès qu'il y a des dossards. Par contre, l'actu. Parce que là, pour l'instant, ça va partir. L'actu course à pied, c'est un peu calme. C'est un peu calme. Si, Jornette, l'Himalaya. Oui, c'est vrai. Alors bah oui, comme quoi, je pensais qu'à un moment donné, la paternité a eu raison, mais non, en fait, il va avoir 2 gamins, et du coup, il tente un truc qui n'a jamais été fait. En fait, il va courir sur une crête entre l'Himalaya et l'Otse, c'est-à-dire que ça n'a jamais été fait. Voilà, bon, après, c'est sûr que ça reste du domaine de l'exploit sportif. Mais quid du toujours plus. Ouais, quid du toujours plus. Ça devient une drogue pour lui. C'est une drogue. Ouais, clairement, c'est une drogue. En plus, là, comme il a rien fait d'un petit bout de temps, ça le tend. Ça le tend. Moi, j'espère qu'il n'aura pas froid aux pieds quand même. C'est clair. C'est pas ça. Merci pour votre actu. On va passer donc à une toute nouvelle chronique que nous avions amorcée le mois dernier. Eh bien, c'est l'expression du mois. Avant de retrouver les questions de nos auditeurs et auditrices. Allez, expression du mois dans quelques instants. Messieurs, repetcho. Repetcho. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est une expression cycliste parce que les repetcho en course à pied, il n'y en a pas. Ah si, il y en a. Ah bon? C'est quoi un repetcho en course à pied? Ah bah je te laisse. Les escaliers de Jérôme pour monter dans sa maison? Non. Si, il y en a un peu en cross. On a un peu des petits talus, quoi. Les petits talus. Parce que moi, je connais le Muppet Show, mais pas le Repetcho. J'étais pas né. T'étais pas né. N'importe quoi. Vous me faites penser à 2 personnages du Muppet Show, pardon. C'est vrai, sur un petit balcon. C'est vrai. Les gens sont en train de se l'imaginer. On va finir comme ça. Et c'est quoi alors? Tu regarderas sur internet. Il y a 2 personnages assez sympathiques sur un balcon dans un théâtre. Et vous me faites penser à 2. C'est gentil ce qu'il dit, Thomas? Très gentil. Ah oui, très gentil. On est entre la marionnette et les vents. D'accord. Et ceux qui nous écoutent imaginent et voient ces 2 personnages. Ceux qui sont nés quand même avant 60, quoi. Avant 60. Oui, alors repetcho, c'est quoi? C'est un petit taquet rencontré sur notre route, et généralement le repetcho, c'est celui où on va se tirer à la bourre un petit peu avec les copains. Je dis ça, je dis rien. Thomas adore les repetcho parce qu'il est tellement puissant sur le vélo que il décolle pas le cul de la selle, comme on dit. Donc repetcho, c'est à pas confondre avec les capis. Ah oui. C'est pas pareil. Un capi, c'est. Voilà. Alors, peux-tu nous en dire plus sur le capi? Je dirais que le repetcho est plus long que le capi. Ah ouais.
Ouais. Ah ouais, Tu vois, moi, un petit capi, c'est un pont d'autoroute, quoi, tu vois. D'accord. Un répécho, c'est 2 ponts d'autoroute. D'accord, ok. Ah ouais, j'aurais dit l'inverse. Le capi, ça vient de Milan-San Remo. Oh. Ah oui, non, mais moi j'ai une culture. Non, mais tu vois, comme quoi. C'est la culture. Parce que du cycliste. coup, capi, moi, je l'utilise plus en fait. Tu vois, ça fait 10 ans que je l'utilise plus, capi. Ouais, mais c'est parce que t'en fais plus. Tu fais que des petits répétos. Moi, je fais des vrais capis. Voilà l'expression du jeu. Ça parlera à beaucoup de monde. Ça, tout à fait, répéto. Mais bon, en général, dans le répéto, ça fait. En fait, si on peut se dire, le répéto, ça fait partie du. Quand vous êtes derrière un gars, que vous êtes un petit peu dans le dur et que le répéto arrive et qu'il descend une dent, en général, vous lâchez. Oui, ça c'est plié. Voilà, c'est plié. Voilà. Ouais, donc, voilà pour votre expression. Tiens, j'ai le nom des deux personnages parce que c'est vrai que je me posais la question. C'est Statler et Waldorf. Ah oui. Alors, mais on les cite pas forcément leurs prénoms. On les voit, voilà, c'est Statler et Waldorf. Ouais, ce sont les deux personnages dont vous me faites penser de temps en temps. Je du Muppet Show. Bon, merci pour le Répète Show et non pas le Muppet Show. On va passer maintenant aux questions de nos auditeurs et auditrices. Allez, place au jingle et on rejoint nos 3 fans. Messieurs, 3 questions. On va attaquer par la question de Quentin. Quentin, c'est à toi. Donc, j'ai 17 ans et j'ai commencé le trail récemment. Et on m'a pas mal dit, c'est très traumatique au niveau des articulations et des cartilages, surtout au niveau des genoux. Et je voudrais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Est-ce que c'est un passage obligé par le trail ou est-ce qu'on peut limiter la casse ? Alors merci pour encore une fois ce mythe un petit peu sur le trail, les mal de genoux, la course à pied, les mal de genoux. En fait, faut pas croire que la course à pied soit un poison. C'est la dose de course à pied qui peut être le poison. C'est-à-dire que faire une activité dans laquelle vous n'êtes pas préparé peut être amené à vous abîmer ou vous irriter, mais au même titre que si vous n'êtes pas préparé à faire du tennis et que vous allez jouer un match de 5 heures, vous aurez mal à l'épaule. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que la course à pied, effectivement, ça va être plus traumatisant sur les genoux, mais en fait, c'est pas traumatisant qu'il faut utiliser, c'est plus sollicitant. Une bonne sollicitation va amener une bonne adaptation, donc c'est plus ça qui va jouer sur l'aspect entre guillemets irritant de la zone que réellement l'activité en elle-même. C'est-à-dire un carreleur, il fait pas de course à pied, mais il va avoir les genoux beaucoup plus abîmés que quelqu'un qui fait de la course à pied bien dosée. Okay. Oui. Maintenant, en trail, pourquoi plus éventuellement en trail qu'en course sur route? Bon, il n'y a pas vraiment là, il n'y a pas vraiment de stratégie. Effectivement, le trail, si on parlait de chemin, course en chemin, je pense que c'est plus intéressant parce que effectivement, le fait de courir avec une pose de pied, avec le fait que la foulée F, elle soit différente de F plus 1, F plus 2, parce qu'il y a un caillou, il y a une racine, ainsi de suite. Donc du coup, vous allez solliciter de façon plus large les articulations. Après, il y a effectivement l'aspect dénivelé où effectivement la descente et la côte va augmenter la contrainte sur les genoux. Mais encore une fois, il n'y a pas de mauvaise activité, il y a une activité mauvaise par son dosage. Donc c'est pas la peine de taper 3 heures de course à pied d'entrée comme ça. Non, c'est la progressivité et la régularité va faire en sorte que vos articulations s'améliorent. Il y a même des études qui m'ont montré que ils avaient comparé des gens qui ne couraient pas, des gens qui couraient de façon entre guillemets récréative, donc 2 fois par semaine, et des athlètes de haut niveau qui couraient 5 à 6 fois par semaine. Clairement, ceux qui avaient les meilleurs genoux, c'était ceux qui couraient le plus. Okay. Ah oui, ok. Donc non, la stratégie, plus on court et meilleurs sont vos genoux. Deuxième question, c'est Laurent qui la pose pour Sylvain. Bonsoir, je m'appelle Laurent, je suis pratiquant d'ultra trail depuis bientôt 10 ans. Donc tout d'abord, je vous remercie pour la qualité de votre émission. En 3-4 épisodes, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup apprécié le dernier épisode sur l'hydratation. Donc la récupération, c'est quelque chose de très important dans tous les sports et notamment en ultra, puisque les charges d'entraînement imposent de parfois très longues séances, de très longues sorties et l'enchaînement des semaines est parfois difficile. Dans les différents moyens de récupération figurent les automassages et je voulais savoir si le pistolet de massage était un appareil vraiment utile dans le cadre de la récupération. Merci à vous. Merci Laurent. Alors très bonne question. Il faut savoir que moi j'ai découvert ça chez Thomas.
Et depuis, c'est pour moi un outil hyper intéressant pour la récupération, notamment quand tu n'as plus les mains de fait du kiné pour te masser. Oui, c'est pas faux. Alors toi, en fait, c'est vrai, en fait, tout ce qui est un petit peu longitudinal et qui vibre, t'aimes bien. J'en peux plus de lui, non. Mais non, le pistolet de massage, oui, c'est top. C'est top parce que ça vous permet finalement de vous apporter un soin, un auto-soin. Alors après, on reviendra pas sur les avantages et inconvénients de mettre en place un processus artificiel de récupération de façon quotidienne. Mais oui, c'est bien. Moi, je l'utilise au cabinet. En plus, comme ça, c'est un peu plus reposant que d'aller mettre de l'huile de coude plus. Mais ouais, je trouve que c'est top. Ouais, moi, j'aime bien aussi. Ouais. Du coup, c'est la question de Laurent, en fait, vient en complément à notre thème du jour. C'est pour ça qu'on n'avait pas parlé des pistolets de massage. Ça fait partie des massages artificiels, mais c'est la tendance en plus. Ouais, on les voit tous. Là, moi, j'en peux plus de les voir tous là avec leurs pistolets. Là. Avec le muscle contracté. En ralenti, vous voyez la vague sur le. Ah, mais c'est vendeur. C'est vendeur. Oh, mais arrêtez-moi cette comédie là. Ouais, c'est ça. Quand t'as futé, ça me pose pas de soucis. Tu parles. La troisième question, bien c'est Marine qui vous la pose à tous les deux, messieurs. Salut Sylvain, salut Thomas. Donc moi j'ai une petite question concernant les séances clés, que ce soit à vélo ou à pied. À vélo, on a la fameuse séance Jiménez que Sylvain a dû pas mal expérimenter. Donc est-ce que c'est intéressant d'augmenter le nombre de répétitions, donc de passer de 8, 10 fois, 12 fois, voire plus si affinité. Et donc en course à pied, plutôt pour Thomas, sur le même principe, la fameuse séance de 6 fois 1000, est-ce que c'est intéressant d'augmenter le nombre de répétitions, donc sur 7 fois 1000 ou 8 fois 1000 ? Voilà, donc j'attends vos réponses et puis continuons à tous bien borner. Salut. Marine, bonjour. Marine, vous savez qu'elle a roulé sur Clermont-Ferrand la semaine dernière, Marine. Putain. Sacré coup de pédale, attention les gars. Autant vous dire que dans les répètes show, elle peut mettre Thomas à l'amende. Hein. Ouais. Là, je le dis direct. Ils sont d'une famille plutôt prolifique en vélo. C'est vrai, vélo, triathlon. À savoir que la prochaine fois, Thomas viendra. Là, je pense qu'il avait peur, Thomas. Ah tu vois, ouais. Il a refusé. Il a dit non. Je me sens pas là. Je suis pas en canne. Je suis pas en forme. Voilà. Donc Marine, pour répondre à ta question concernant le Jiménez, oui, à vélo, le Jiménez, c'est génial, ça fait progresser. Je suppose que c'est comme en course à pied, mais il arrive un moment en fait où il y a une limite. Tu fais 2-3 séries, tu dis bon, déjà 3. 4 c'est bien, mais après partir sur au-delà, il y a de la fatigue qui s'installe. Tu peux peut-être rappeler ce que c'est le Jiménez. Alors Jiménez, c'est un célèbre médecin en général, ceux qui font avancer le vélo, ils sont tous médecins. L'intérêt du Jiménez, en fait, c'est de travailler le seuil sans forcément être au seuil. Oui, mais alors c'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Pardon. Alors c'est un bloc, en fait, tu vas te mettre à endurance critique, d'un coup tu vas pousser le curseur à te mettre à PMA, tu vas revenir à endurance critique et tu vas remonter à PMA. Voilà, c'est ça le principe du Jiménez. 1 minute I5, 3 minutes I4. Voilà. Ou 4 minutes, non I3. 4 minutes ou 3 minutes ? Moi je fais 3 minutes I3, 1 minute I5. D'accord, ok. Après t'as les 4 minutes, mais déjà ça commence à taper dedans. Ouais. L'intérêt c'est de quoi ? Avec R égale 0. C'est-à-dire que vous enchaînez. Ah ouais, c'est tout pas de récup. Donc t'en fais 4. Déjà ça t'occupe bien. Si tu fais vraiment correctement l'effort, ça occupe. Alors tu fais ça 4 fois, t'en fais 2, donc ça en fait 8 au total. Moi perso, j'allais pas au-delà parce que je m'apercevais qu'au début de la 3e, j'avais le cardio qui était déjà très élevé et en fait musculairement, j'étais plus du tout dans mes puissances. Mais voilà, là on arrive à la limite du système. C'est-à-dire que quand Marine demande si le fait d'en faire 3 c'est moins bien que 4 ou 1, ainsi de suite, l'idée du Jiménez c'est de respecter les allures. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas de finir tout à peu près à allure I3+. C'est-à-dire qu'il faut vraiment marquer une différence quand vous faites votre fractionné rapide, I5, et un fractionné lent, I3. Et du coup, l'idée, c'est de... Quand vous n'arrivez plus à être I5, c'est votre limite. Donc après, effectivement, plus vous allez le faire, plus vous allez vous améliorer. Maintenant, si j'anticipe sur la question de les 6 fois 1000, les 6 fois 1000, les 6 fois 1000, en course à pied, ça reste une séance plus ou moins étalon. Le fait de faire toujours 6 fois 1000, oui, vous êtes
un as du 6x1000. Mais là, l'entraînement est là aussi pour stresser différemment l'organisme de façon à ce qu'il s'adapte au fur et à mesure. Si vous faites toujours le même type d'entraînement, en fait, vous perdez votre capacité à s'adapter, vous perdez votre capacité à stresser l'organisme et du coup à l'améliorer. Donc, le but, c'est pas d'en faire 12 x 1000, c'est si vous arrivez à faire plus que 6 x 1000 à VMA, c'est que deux choses. Votre VMA, elle s'est améliorée. Ok, ou faut passer à autre chose, à d'autres thématiques, à d'autres sollicitations. Ok, l'entraînement, c'est la force d'un coach, c'est justement de proposer plusieurs processus de séance qui travailleraient des filières un tout petit peu similaires ou un tout petit peu différentes. Moi, ça me fait rebondir la chose que dit Marine sur. Je vois souvent, du coup, rencontrant des runners. Jeudi, on a fait 6 x 1000. Le jeudi d'après, 6 x 1000. Le jeudi d'après, encore 6 x 1000. Mais en fait, vous faites jamais autre chose que ça parce qu'il y a tellement de choses possibles. Et en fait, cette monotonie de l'entraînement. D'ailleurs, l'indice de monotonie est un prédictif d'augmentation du risque de blessure. Voilà, vous l'avez. Okay. Voilà. Et donc du coup, c'est pour dire que finalement, vous progressez pas. Exactement. Il faut se diversifier. Et on prend plus de risques de se blesser. Merci beaucoup à Marine, à Quentin, à Laurent. Vous n'hésitez pas à nous envoyer vos questions en mémo. Les petits mémos vocaux que nous apprécions et bien évidemment on répondra à vos questions, on sélectionnera. On a pas mal de questions qui nous arrivent tous les mois, mais voilà, on essaie de se cantonner à 3 et on avait dit qu'on fera peut-être une émission dédiée aux réponses. Si on a, on pourra faire une petite dizaine, quinzaine, vingtaine de questions de nos auditeurs et auditrices. Messieurs, merci beaucoup, merci pour cette étape numéro 5. Moi, du coup, je vais aller boire un canon parce que on a parlé de. Il y a l'hydratation, la récupération. Ouais. L'hydratation, c'était étape 4. Étape 4, ouais, mais tu vois, du coup, là, il va falloir récupérer ce qu'on a fait, donc on va aller boire un petit coup. Après, on n'a pas abordé l'alcool. Hein. Non. Mais l'alcool, c'est pas. Voilà. On fera ça cet été. Le mythe de la bière, on y viendra peut-être une prochaine fois. Oui, tiens, dis donc. Bière ou réalité, la bière aide à récupérer. Parce que c'est fou, sur les stades, ils doivent bien récupérer dans ce cas-là. Ils font d'ailleurs que de la récupération. La bière aide-t-elle à grossir ou pas? Même les spectateurs récupèrent. Voilà, ils récupèrent. Bon, messieurs, merci beaucoup. Merci, Jérôme. Pour le jeu, bien vous le savez, la sortie du podcast et le jeu, bien ce sera la semaine prochaine sur les réseaux sociaux. On se dit bien à très vite. On se donne rendez-vous bien le mois prochain pour l'étape numéro 6. D'ici là, portez-vous bien et je vous embrasse les garçons. Bye bye. Merci Jérôme. Merci, bisous.